s'il y a des preuves qu'un État appuie un groupe armé, lui donne les armes, la logistique, le financement, les entraînements, le pilotage de ces groupes armés, tous les crimes que ces groupes armés ont commis seront sur la tête de cet État. Donc, au moment où les experts des Nations Unies mettent le curseur sur le Rwanda, qui appuient le M23, c'est que tous les crimes qu'aurait commis ou commettra les M23 en RDC, s'il y aura des preuves tangibles, notamment, et que c'est l'État rwandais qui est responsable de ces groupes armés, en fait, tous les crimes seront sur le Rwanda. Je travaille à l'est de la RDC, je vous informe, je travaille à Bukavu, je travaille à Uvira, je travaille à Fizi, donc je connais les sites qui entièrement j'ai travaillé avec les organisations internationales humanitaires, je sais ce qui se passe, j'ai connu aussi des moments difficiles comme vous. Je ne pense pas que vous êtes abandonné. Là, je salue le président de la République, Félix Antoine-Tshisekedi, qui, en tout cas, avec son équipe, avec les membres du gouvernement, remet la terre et le ciel. Il faut aussi reconnaître les efforts fournis par le gouvernement, qui fait tout, qui remet la terre et le ciel pour qu'on ramène la paix à l'est de la RDC. Je pense que ne soyez pas déçus. Il faut soutenir, par contre, les autorités, pourquoi pas. Il faut donner aussi les idées. Moi, là, je donne des idées aussi. Il faut apporter, voilà, des soutiens aux autorités. Et il faut assister ceux qui sont en souffrance au niveau de l'Est de la RDC. Et je demanderai aussi à la communauté internationale, en tout cas, d'être derrière cet accord pour faire pression, des fortes pressions pour que les escalades soient vraiment vraies. Très heureuse de vous retrouver encore sur Info Plus HD Télévision. Je suis votre humble servante Godé Boulamatine sur notre émission. Je suis pas seule, je suis avec mon invité. Et aujourd'hui, nous allons examiner les accords de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, leurs impacts réels sur terrain et surtout ce que cela signifie pour la sécurité et la vie des populations de l'Est de la République démocratique du Congo. Comme je vous avais dit que je ne suis pas seule, aujourd'hui, je suis avec mon invité, M. Amiba Sendo, qui est chercheur de gestion et des conflits et il est coordonnateur des programmes humanitaires. Il est aujourd'hui ici pour analyser les accords de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et aussi, il va parler de récente dynamique de sécurité dans l'Est du pays. M. Amiba Sendo est un expert en gestion des conflits et spécialiste des crises humanitaires en Afrique et à travers le monde. Il travaille depuis de nombreuses années sur terrain et il nous apporte son analyse sur les accords de Washington et la situation sécuritaire de villes de la République démocratique du Congo, plus précisément à l'Est. Monsieur Amiba Sendo, bonjour. Bonjour madame. Aujourd'hui, on va parler des accords de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Pouvez-vous nous expliquer brièvement ce que sont les accords de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? Très bonne question, madame. Alors là, je voudrais vraiment mettre de la lumière pour éviter des confusions. Il faut que les gens arrivent notamment à séparer voilà, l'accord de Washington et les partenariats stratégiques des États-Unis et la RDC. Donc, ils sont des choses un peu nettement séparées. Donc, l'accord de Washington, ce qu'il faut attendre, c'est un accord qui a été initié par les États-Unis, particulièrement par le président Trump, pour essayer de créer le désescalade des conflits qui a perduré dans la région de Grand Lac entre la RDC et le Rwanda. Donc, un conflit qui perdure de 30 ans, 3 décennies, c'est beaucoup. Donc, cet accord-là de Washington veut ramener la paix entre les deux États. Donc, ce qu'il faut retenir aussi est que cet accord s'appuie sur la Charte des Nations Unies et cet accord s'appuie également sur l'acte constitutif, je veux dire, de l'Union africaine. Donc, c'est qu'il y aura des contraintes juridiques derrière cet accord. Donc, cet accord connaît 3 phases. Premièrement, vous avez ce qu'on appelle la déclaration de principe. La déclaration de principe a été signée le 25 avril 2025. Donc, la déclaration de principe, ça a un aspect politique. C'est un engagement politique, c'est-à-dire les deux États, sous l'égide des États-Unis, se rencontrent pour essayer de voir quelle direction ils vont prendre pour ramener l'accord de paix qu'ils vont signer. Quelle est l'intention des deux États? Donc là, il n'y a pas un volet juridique jusque-là.
Et à part ça, il y a l'aspect de la signature de l'accord. Cet accord a été signé le 27 juin 2025. Et la signature de l'accord veut dire on met un texte juridique que les deux États sont conscients, ils ont accepté après la négociation de marcher selon les textes juridiques qu'ils ont signés. Ça, c'est l'accord qui a été signé le 27 juin 2025. Donc là, c'est pour marquer en tout cas le point de non-retour. On s'engage dans ces textes-là juridiques. Et il y a eu aussi ce qu'on appelle la ratification. La ratification a été signée le 4 décembre 2025. La ratification, c'est quoi? C'est que l'État manifeste solennellement, donc annonce publiquement l'accord, la signature, il s'engage. Donc plus il ratifie, il devient donc collé, cimenté, il devient engagé à l'accord qu'il a signé ou qu'il va signer. Voilà un peu d'une manière fugace, d'une manière brève, ce qu'on peut s'attendre par l'accord de Washington. Il y a aussi une autre question. Comment expliquer les villes congolais tombent après la signature de l'accord de Washington? Oui. Votre question, pourquoi les villes tombent comme des fruits mûrs après alors qu'on a déjà signé un accord? Oui, madame, effectivement, tout le monde est déçu, tout le monde est déçu. Notamment, on voit plutôt qu'il y a un accord qui a été déjà ratifié par les deux États, par la RDC et puis par les Rwandais. Mais juste à l'aube de cet accord, on voit que les villes sont tombées successivement. On a vu que la ville de Luvungi était tombée. Avant d'avoir Luvungi, je parlais de Kamanyola. Kamanyola est tombé, Luvungi est tombé, Sange est tombé, Ouvir actuellement est tombé. J'ai même appris que les rebelles continuent le pèlerinage vers Fiz. Tout le monde s'inquiète effectivement pourquoi les villes sont tombées après un accord. Donc déjà, ça donne l'impression que cet accord n'est pas respecté. Semble être mort-né. Donc, de prime abord, si on observe, ça donne l'impression que cet accord de Washington risque d'échouer. Et si et seulement si les États-Unis ne vont pas prendre les bâtons pour sanctionner. Parce qu'après un accord, ce qui importe, c'est qu'il y ait un suivi de l'accord et qu'il y ait des sanctions. Donc, un accord sans le suivi est nul. Donc déjà, la mauvaise volonté, c'est pas moi qui l'ai dit. En fait, on a tous suivi le secrétaire général, le secrétaire d'État américain, Rubio, qui a crié, qui a tonné sur les Rwandais. Il n'a pas mâché ses mots. Rubio qui a dit non, mais il est désolé de voir que le Rwanda continue avec ses assiégés. Donc, il a reproché sévèrement le Rwanda. Pour Rubio, le secrétaire d'État américain, il trouve que le Rwanda a violé les accords. Ça, c'est un côté. On a vu aussi son adjoint, donc le secrétaire d'État américain adjoint, donc Monsieur Lando, qui est revenu aussi pour dire Rwanda doit cesser avec ses vieilles habitudes, ses jeux anciens. Donc, on trouve plutôt que les États-Unis n'ont pas fermé la bouche après la chute des villages ou des villes ou des cités, après l'accord de Washington. Les États-Unis sont montés au créneau pour dénoncer effectivement la violation de cet accord. Donc ça montre que quelque part, il y a déjà violation des accords de Washington, qui donne l'impression, comme je l'ai dit précédemment, que cet accord donne l'impression d'un mort-né, d'un bébé qui au premier pas tombe. Donc, mais ce n'est pas encore tard. Pour moi, cet accord de Washington, c'était une bouffée d'oxygène, un espoir, en tout cas un espoir absolu pour le peuple congolais de l'Est qui rase les murs des décennies. Donc, c'est un accord d'espoir. Moi, je pense que ce n'est pas encore tard, mais s'il y aura les suivis rigoureusement, parce que ils sont en fait, lorsqu'on ratifie un accord, c'est une corde qu'on met au cou. C'est une corde qu'on met au cou. On peut être sanctionné par des traités internationaux, on peut être sanctionné par des tribunaux internationaux. Voilà. Donc, pour moi, la chute des cités, des villages, c'est une déception quand même pour tout le monde. Hein. Je vous l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai dit, mais on a vu des grandes autorités des États-Unis. C'est pour montrer que les États-Unis ne sont pas contents de ce qui se passe sur le terrain. Ils sont pas contents que l'accord récemment signé, ratifié, soit bafoué, soit négligé, parce que selon eux, ils trouvent, j'ai même suivi l'ambassadrice des États-Unis en RDC, madame aussi a tapé le poing sur la table. Il a
il a décrié en fait ce qui se passe sur le terrain. Il a même, je l'ai suivi hier, en tout cas dans une vidéo, où il dit ouvertement que la RDC a le devoir fatal de défendre l'intégrité de son territoire. Voilà, madame, un peu des mots que je peux vous dire. Alors, monsieur Ami Bassendo, en voyant tout cela, on peut dire que les accords de Washington sont-ils un échec? En regardant un peu le paysage, les panoramas que ça donne, la chute de villes, de cités, est-ce que l'accord de Washington est un échec? Moi, je ne suis pas pessimiste. Je ne suis pas pessimiste. D'abord, il faut féliciter le président Trump pour cette initiative. Il faut remercier les États-Unis parce que, qu'on se le dise, la situation est demeurée quasiment la même des décennies, mais les gens qui ont pris l'initiative, qu'on se les dise, s'ils ont d'autres intérêts géostratégiques ou géopolitiques, voilà, ça peut être, c'est tout à fait normal, les États sont les intérêts, mais le fait de prendre cette initiative, de s'aimer la paix, de chercher les désescalades, c'est vraiment applaudir. Il faut applaudir les États-Unis, il faut les remercier pour ces cas-là, mais pour moi, ce n'est pas encore un échec, parce que, voilà, on est dans une phase que je dirais, on est à l'aurore de cet accord, on est encore le matin de cet accord. Je pense plutôt qu'il faut que les États-Unis, il faut que les Nations Unies, il faut que la communauté internationale se mette debout en fait pour essayer de pousser, de surveiller cet accord, de faire un suivi rigoureux, comme je vous ai dit, pour qu'on remette chacun à sa place, pour qu'on ramène et la RDC et le Rwanda, chacun à prendre ses responsabilités notoirement et à respecter cet accord pour la paix effective et définitive. Voilà, madame, en peu des mots, ce que je peux vous répondre sur cette question. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Quand on parle de l'accord de Washington, on parle de l'Est de la République démocratique du Congo, on voit directement le rebelle, le M23. Oui. Est-ce qu'on peut dire que le M23 là, agit directement avec le soutien de Rwanda? Bon, cette question, c'est une question pertinente, importante aussi, mais que je ne donnerai pas ma réponse. En tant qu'individu, en tout cas, non. En tant qu'expert, je ne donnerai pas ma position, mais je prends plutôt les rapports des experts des Nations Unies. Donc, il y a plusieurs rapports des experts des Nations Unies qui ont été imprimés pour réitérer, pour confirmer la présence de l'armée rwandaise, la présence du Rwanda derrière le mouvement M23. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je m'accroche, je m'attelle au rapport des experts des Nations Unies. Les experts des Nations Unies ont dit récurrentement, ils ont répété cette information pour dénoncer que le Rwanda est derrière les M23. Donc, je prends l'argument des experts des Nations Unies. Mais aussi, on a vu quand même, comme je l'ai dit précédemment, un peu avant, bien sûr, que le secrétaire d'État américain Rubio, Marc Rubio, qui indexe le Rwanda. Donc, c'est-à-dire, pas seulement lui, mais son adjoint aussi, secrétaire américain adjoint, donc Lando, qui, à son tour, indexe le Rwanda. Donc, on a vu aussi beaucoup d'acteurs internationaux indexer le Rwanda. Donc, on s'attelle à ces informations. En tout cas, on est tous en train d'observer, j'observe comme eux, que le Rwanda est derrière. Donc, les rapports des experts des Nations Unies confirment cela. C'est pas pour rien, je pense que c'est un peu évident, c'est pas pour rien que voilà, les États-Unis ont pu inviter le Rwanda et la RDC. Donc voilà, dans un premier temps, ce sont les deux qui se sont retrouvés à Washington pour signer cet accord. Donc cela prouve à suffisance, il faut le dire, que le Rwanda est derrière le M23. Donc voilà un peu, d'une manière aussi fugace, brève, que je vais répondre à votre question, Madame Godelive. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que la République démocratique du Congo peut-il encore faire confiance au Rwanda comme un partenaire de paix en voyant tout cela? Oui, bon, est-ce que la RDC peut encore faire confiance au Rwanda en matière de la paix à l'est de la RDC? Par rapport à cette question, moi je dirais plutôt, en tant qu'expert en gestion des conflits, la confiance, Madame Godelive, ne se ramasse pas. La confiance ne vient pas du hasard. La confiance
son genre à partir de ce qui est fait sur terrain. C'est Voilà, pour gagner la confiance, il faut être crédible. Donc, aussi longtemps que le Rwanda n'affichera pas voilà, la volonté d'aller de l'avant, la volonté effective de trouver la paix durable dans la région, je reste dubitatif pour que la RDC puisse faire confiance totalement au Rwanda. La même chose aussi, hein, donc le Rwanda, il y a aussi des choses que peut-être il attend de la RDC pour que le Rwanda ait confiance en RDC avec les Congolais. Il faut que les Congolais aussi mettent en place des actions concrètes attendues, les choses qu'ils ont signées notamment dans l'accord de Washington. Voilà un peu ma réponse. Est-ce que les États-Unis ont une intérêt dans ces problèmes ou ils ont un intérêt caché? Bon, la neutralité, c'est une très, très, très belle question. La question de neutralité, moi je suis humanitaire. Hein. La neutralité veut dire qu'on ne prenne pas part au conflit. Hein, voilà, que vous ne preniez pas part au conflit. C'est dans ce sens que je félicite et j'ovationne. J'ai suivi hier l'ambassadrice des USA qui a dit les États-Unis ne vont pas envoyer ses troupes en RDC. C'est pas question, parce que s'ils envoient par exemple ces troupes, c'est-à-dire ils prennent part au combat, ils ne seront plus neutres. Donc jusque-là, il ne faut pas que le Congolais soit aussi pessimiste ou de préjugés ou de biais de croyances sur les États-Unis. Les États-Unis ont pris cette initiative de la pacification, mais moi je trouve qu'ils sont neutres. Ils ont mis un accord entre les deux belligérants, entre les deux pays qui sont en conflit. Donc jusque-là, je trouve que pour moi, en tout cas j'assume que les États-Unis demeurent neutres. Ils demeurent neutres parce qu'on ne voit pas la participation directe des États-Unis sur le terrain. On ne sait pas peut-être ce qui est derrière les rideaux. Je ne vais pas préjuger en tout cas. Je n'aime pas avoir des préjugés ou des biais cognitifs, donner des intentions sur les autres d'une manière aussi naïve, non. Mais on voit la volonté des États-Unis jusque-là est de voir la paix revenir. On reste optimiste. On regarde sur cette fenêtre-là de la paix. Je trouve que les États-Unis donnent l'impression jusque-là d'être neutre, en tout cas dans ces conflits, parce qu'une fois qu'ils ont vu le Rwanda violer les accords, ils ont tiré sur la cloche. Mais ce qui sera encore mieux, s'il y aura des sanctions sévères, telles que prévues par la Charte des Nations Unies, telles que prévues par la Cour internationale de la justice, je pense qu'on va encore jeter des fleurs sur les États-Unis. On va jeter des fleurs sur les États-Unis. Est-ce que la République démocratique du Congo n'est-elle pas aussi responsable de cette situation? Très bonne question. Beaucoup de gens se posent la même question. Est-ce que la RDC n'est pas aussi responsable de cette question? Moi, au départ, je suis aussi psychologue. Hein, il y a ce qu'on appelle en psychologie sociale la théorie d'attribution. Donc, la théorie d'attribution, c'est que des fois, on a tendance à tout donner aux autres. Et alors que, sincèrement, la RDC a aussi sa part de responsabilité. Donc, au niveau interne aussi, moi, en tant qu'expert en gestion des conflits, d'abord, il y a des conflits au niveau interne, au niveau de la RDC, au niveau national, qui sont mal gérés. Il faut que certains conflits au niveau interne soient bien gérés pour permettre que les Congolais soient unis et prêts à affronter, si vous voulez, les défis extérieurs, externes. Donc, au niveau interne, il y a des défis majeurs. La gestion des conflits au niveau interne. Voilà, les gens qui combattent à côté d'un 23 aujourd'hui, on trouve certaines personnes qui se disent rwandais, qui se disent congolais, je vais dire, qui sont congolais, je vais dire, qui sont là. Ils disent que nous sommes des Congolais, c'est un problème congolo-congolais. Mais peut-être qu'au niveau interne du pays, il y a eu des conflits internes qui n'ont pas été bien gérés. Il faut que la RDC arrive à fédérer ses enfants. Si on crée une fédération des Congolais, ils feront face aux adversaires, aux ennemis. Donc, au niveau aussi interne, il y a des problèmes. J'ai suivi des gens comme le Top Congo. Top Congo, j'ai suivi Christian Lusakweno, qui responsabilisait aussi la chute d'Uvira à certaines autorités du pays. Voilà. Il citait certaines autorités, certains généraux. Bon, il y a eu des tollés, je ne confirme pas. On reprochait par exemple le général qui était à Uvira, certaines personnes, certaines langues se déliaient
pour les critiquer. On suit tous dans les réseaux sociaux, bien que ces informations ne soient pas crédibles, mais on a suivi en tout cas, on a observé qu'au niveau aussi interne de notre pays, il y a des défis à relever, comme la corruption. La corruption, c'est un défi majeur. Donc, pour aussi arriver à mettre les choses en ordre au niveau interne, la RDC ne peut pas se dire tout, c'est à l'extérieur. Notre aussi responsabilité, nous avons des responsabilités ultimes à assumer en tant que Congolais pour remettre les choses en place. Voilà, madame, je ne sais pas si j'ai répondu correctement à votre question. D'accord, c'est ça, c'est bien compris. Monsieur Ami Bassendo, en voyant les chiites des villes à l'est de la République démocratique du Congo, quelles sont les conséquences humanitaires? Oh, très bonne question. En tant qu'humanitaire, je vous ai dit que je suis humanitaire. Hein? Je suis humanitaire de carrière. Actuellement, je travaille aussi comme humanitaire. Voilà, les conséquences humanitaires sont désastreuses, sont énormes. Je ne parlerai même pas d'une façon aussi désordonnée, mais je prends les rapports de UN-OCHA, hein, de OCHA, qui est le coordonnateur des activités humanitaires dans chaque pays. C'est un bureau de la coordination humanitaire des Nations Unies dans chaque pays. Donc, les rapports de OCHA dénoncent que seulement, voyez la chute de Luvungi, Kamanyola, Luvungi, Sange, Uvira, il y a eu 130 000 personnes qui ont fait le déplacement, qui ont quitté la plaine pour aller vers d'autres milliers. Je vous donne des chiffres, je les ai préparés ici. Et les rapports de OCHA précisent que depuis 2 décembre 2025, il y a eu 500 000 le nombre de personnes qui ont fait les déplacements. Les déplacements. Vous savez, quand les gens se déplacent, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a les besoins de protection. Il y a, au niveau humanitaire, on signale les besoins de protection. La protection en humanitaire veut dire voir si les droits des personnes et leur dignité sont respectées. Il y a des cas de violences sexuelles, il y a d'autres violences qui sont en cours, il y a des problèmes de santé qui sont en cours, il y a les problèmes d'abri, il y a la faim, les gens manquent à manger, il y a les problèmes de l'eau, voilà, il y a des blessés, il y a des maladies, il y a des morts. Il y a un obus qui était tombé le 9 à Uvira, tombé dans un hôpital de référence à Uvira. On a vu les 9 par exemple à Uvira, il y a une soixantaine de blessés. On a vu par exemple le 11, il y a eu des blessés. Et le même rapport de UN-OCHA précise aussi qu'il y a eu donc 27 000 nouvelles personnes déplacées qui sont arrivées dans le province de Tanganyika. Donc voilà, donc 27 000 personnes déplacées. C'est qu'il y a vraiment des conséquences humanitaires désastreuses, graves, qui se déroulent avec ce qui se passe. Effectivement, si vous remarquez avec moi, madame, même ce qu'on appelle la résolution, la résolution 2773 du Conseil des Nations Unies, cette résolution était mise en place pourquoi? Cette résolution était mise en place parce qu'il y a eu presque des mêmes événements, hein. Il y a eu, vous savez, avec la tombée de Massissi. Massissi était tombé le 4 janvier 2025. Il y a eu la tombée de Sake. Sake était tombé le 23 janvier 2025. Il y a eu la tombée de Goma. La ville de Goma était tombée le 28 juin 2025. Et puis, Nyabibwe était tombé le 5 février 2025. Et on a vu Bukavu tomber le 14 février 2025. Donc, quand les Nations Unies ont vu cette ampleur de dégâts humanitaires, ils ont fait ce qu'on appelle la résolution 2773, qui, cette résolution, madame, je reviens à votre question précédente, cette résolution annexe également le Rwanda et demande au Rwanda de respecter l'intégrité territoriale de la RDC, de respecter la souveraineté de la RDC et exhorte le Rwanda à se détacher du M23, à ne pas appuyer le M23 qui est considéré, selon les experts des Nations Unies, comme leur mouvement supplétif. Vous comprenez, madame, que les conséquences humanitaires sont désastreuses. Les gens sont morts, les gens n'ont pas à manger. Moi, j'ai travaillé avant avec une organisation internationale humanitaire au site qui va Uvira aussi. J'ai reçu un coup d'appel. Quelqu'un m'a appelé au téléphone. Un de mes anciens collaborateurs avec qui je travaillais à Sangue, dans une maison d'écoute, qui m'a appelé, il était en déplacement. Il a quitté le Luvungi, lui, avec un seul pantalon, pieds nus,
ses enfants, sa femme, rien à manger, rien à boire. Il se retrouve au camp de déplacés à Bujumbura, au Burundi. Il m'a appelé au téléphone. Il avait les larmes aux yeux. Les enfants n'avaient pas à manger. Il n'y avait pas de l'eau. La santé n'allait pas. Lui-même pleurait. Donc vous comprenez qu'il y a des conséquences humanitaires très fâcheuses. Le chiffre, je vous ai donné ici, les faits de chiffres, donc donnés par OCHA. Donc les conséquences sont vraiment désastreuses. Donc depuis ces guerres, depuis ce qui se passe à l'est du Congo, je vous reconfirme que même la résolution du Conseil des Nations Unies 2773 qui indexe le Rwanda était née suite au constat, suite aux observations que les Nations Unies et les humanitaires avaient vu sur le terrain, les catastrophes humanitaires bien sûr, les tombées de chaque ville a des conséquences humanitaires très graves. Voilà madame, je vous réponds honnêtement en tant qu'humanitaire, il y a des sérieux problèmes humanitaires, il y a des conséquences humanitaires. Problème protection, donc les droits et les dignités des personnes. Il y a des cas de violences sexuelles qui sont signalés. Les femmes sont violées, les filles sont violées. Il y a la protection de l'enfance. Les enfants connaissent des problèmes de la protection suite à cette guerre qui se passe à l'Est. Il y a les problèmes de déplacement massif des populations. Il y a une grande partie de la population qui a quitté le sud Kivu pour se cacher au niveau de Tanganyika. On parle de 27 000 déplacés. Déjà, ça vient s'ajouter sur la montante des déplacements parce que depuis 2025, il y avait déjà, la RDC connaissait 1,2 million de personnes en déplacement suite aux conflits armés. Donc, au-dessus de cette montagne de la problématique humanitaire, s'ajoutent encore des chiffres alarmants qui doit en tout cas interpeller la communauté internationale, qui doit interpeller les autorités, qui doit interpeller tout ce qui travaille dans le domaine de la paix comme moi et comme les autres. Voilà madame, ce que je peux dire. Il y a des problèmes sérieux humanitaires en tout cas. Que faut-il faire maintenant pour éviter l'escalade? C'est simple, parce que pour éviter l'escalade de ces conflits, il faut qu'il y ait un suivi de cet accord. Il faut qu'il y ait des sanctions de cet accord. Vous savez, je vais donner un exemple simple. La Cour internationale de la justice, en 1986, il y avait un conflit entre, au niveau de Nicaragua. Il y avait un groupe armé au niveau de Nicaragua. Le groupe armé s'appelle Contras, si je ne me trompe pas, qui était, selon ce que j'ai lu, c'est pas moi, selon ce que j'ai dit, c'est que ces groupes armés étaient alimentés ou bien organisés par les États-Unis. Et en 1986, la Cour internationale de la justice avait sanctionné les États-Unis, avait indexé les États-Unis. Donc aujourd'hui, on voit ce sont les États-Unis qui prennent le devant pour la paix en RDC. Il faut que les États-Unis arrivent à mettre sur place un suivi de cet accord. Il faut qu'il y ait des sanctions. Il faut qu'il y ait des sanctions. S'il y a des sanctions, je pense que ça pourrait améliorer, perfectionner. J'ai appris hier, comme vous et moi, que Roger Lumbala, un rebelle congolais, a été condamné à 30 ans de prison. Donc c'est un exemple éloquent. Si on commence à sanctionner des gens qui font des exactions, qui font des violations très graves des droits humains, des droits de l'homme, s'il faut le dire, et ça va créer la peur, la phobie sociale pour que ces gens ne puissent pas récidiver à faire. Donc, il faut que les États-Unis, que je salue, franchement, pour moi, je suis optimiste, j'ovationne le geste diplomatique, le geste des États-Unis de mettre sur place, de mettre sur pied cet accord de Washington. Je salue cela. Il faut que cela ne s'arrête pas là-bas. Il faut qu'ils continuent à sanctionner, à suivre. Si on ne voit pas la volonté d'amener la paix, c'est inutile. Il faut qu'il y ait des sanctions. Sans les sanctions et des vraies sanctions, il n'y aura pas de désescalade. Il y aura toujours des mises en scène, il y aura toujours des récidives pour ces cas. Voilà, madame. Est-ce que les accords régionaux ont-ils encore un sens dans la République démocratique du Congo? Est-ce que les accords régionaux ont encore un sens en RDC? Moi, je dirais, madame, en tant qu'expert en gestion des conflits, que les conflits ne sont pas évités au monde. On n'évite pas les conflits. Les conflits seront toujours là, mais ce qui importe, c'est la gestion des conflits. Donc, on ne peut pas refuser les accords parce qu'il y aura d'autres conflits. Peut-être pas au niveau RDC-Rwanda, mais au niveau interne.
peut-être aussi au niveau RDC et Rwanda, bien sûr. Donc les accords seront toujours là, mais ce qui importe, c'est pas seulement l'existence des accords, mais plutôt le respect des accords. Si on ratifie un accord, on est sur les phares des traités internationaux, on est sur les phares de charte des Nations Unies, on est sur les chars des actes constitutionnels de l'Union africaine. Donc la communauté internationale doit être derrière pour faire pression, pour s'actionner, pour amener la solution. Donc les accords seront toujours là. Je pense qu'on ne peut pas refuser les accords parce qu'il n'y a pas eu respect des accords. Non, les accords seront toujours là, mais il faudra qu'il y ait vraiment le suivi des accords. Voilà, il faut qu'il y ait des suivis des accords. Ouais. Monsieur Ami Bassendo, en tant que chercheur et praticien humanitaire, quel est votre regard personnel dans tout ce qu'on a parlé? Bon, mon regard personnel en tant que chercheur en gestion des conflits et en tant qu'humanitaire du terrain, je suis humanitaire. Donc, mon regard personnel est que je ne voudrais pas ramasser des choses comme les gens de la rue. J'ai lu, j'ai observé une vidéo, j'ai suivi une vidéo Martin François, c'est un géopolitologue français. Dans sa vidéo, lui, il présente un peu les faits autrement. Il explique des choses autrement. Selon François Martin, géopolitologue français, lui, il voit ce qui se passe en RDC comme une complicité. Pour lui, il trouve que les États-Unis auraient signé un accord avec le Rwanda et qu'après le génocide de 1994, les Hutus sont venus en RDC et cela a ouvert une opportunité, ça c'est Martin François qui l'a dit, pour que le Rwanda, avec l'appui des États-Unis, puisse pourchasser les Hutus en RDC, l'ex-Zaïre, et prendre le contrôle au même moment des cités et du pays. Ça, c'est sa version, hein, que je ne partage pas totalement. Mais pour moi, je trouve plutôt que la RDC est devant une situation aussi de concurrence du siècle, parce que la RDC regorge dans son sein les minerais qui sont spéciaux, qui sont riches. Vous avez le lithium, vous avez le cuivre, vous avez le coltan. Ce sont des minerais qui sont riches aujourd'hui, qui sont recherchés au niveau mondial pour la fabrication des batteries, pour les véhicules, pour des armes nucléaires, pour les téléphones. Donc on est comme une femme jolie qui attire tout le monde. Et que les grandes puissances aussi, on a la Chine, on a par exemple les États-Unis, on a par exemple aussi le Japon, les grandes puissances aussi, on a la Russie. Voilà, chacun d'eux cherche à venir en RDC pour se positionner. Ça c'est mon analyse, se positionner pour prendre possession en fait de prendre le contrôle de nos minerais. Donc ça c'est logique, hein? Ce sont les intérêts, ce sont l'élite. Et qu'il revient à la RDC de bien profiter de cette opportunité pour bien gérer les choses et puis tirer profit. Nous avons des ressources, bien sûr, mais comment faire pour que nos ressources ne soient pas pillées, nos ressources ne soient pas vandalisées? Je salue les partenariats. Je vous ai dit qu'il ne faut pas confondre l'accord de Washington et les partenariats États-Unis et RDC. Il y a ces partenariats avec beaucoup de projets aussi intéressants. Et beaucoup de projets intéressants, voilà, au niveau régional, tout ça. Donc, pour moi, il y a aussi un problème géopolitique et géostratégique des grandes puissances qui veulent aussi prendre position par rapport au RDC. Donc, ça, c'est ma vision de voir les choses. Il faut que la RDC ne dorme pas, mais cherche la notion de coût-bénéfice. Qu'est-ce que nous donnons et qu'est-ce que nous récupérons de retour? Donc, il faut que nous soyons vraiment des gens qui réfléchissent un peu plus loin pour tirer profit par rapport à tout ce qui se passe. Donc, d'une façon brève, c'est ce que moi je vous dis, on est face à un monde en compétition, un monde en concurrence, un monde chaque pays veut tirer profit. Donc, il faut que nous ne puissions pas dormir, mais que nous puissions plutôt ouvrir les yeux pour que nous puissions en bénéficier. Voilà d'une façon aussi simpliste comment moi je peux répondre à cette question. Donc, je demanderais plutôt que nos dirigeants, mon souhait est de voir plutôt que les gouvernants, les politiciens, les scientifiques, les Congolais soient fédérés. Donc, que les gens soient en paquet,
unis pour faire front vraiment aux menaces qui sont extérieures. Si je fais une analyse, je vais terminer, madame, si j'ai quelques minutes, si je fais une analyse, je dirais, cartographique, le conflit entre le Rwanda et la RDC n'est plus seulement entre les deux États. Si on fait une cartographie, le conflit devient régional. Ça touche aujourd'hui, peut-être vous ne savez pas, le Burundi est impliqué, vous avez la Tanzanie qui est impliquée, vous avez l'Ouganda impliqué, vous avez l'Angola impliqué et les États-Unis impliqués. Voilà, la Chine qui avait déjà la même mise en RDC, qui voit les Américains venir avec force pour prendre possession, pour prendre le contrôle des minerais de la RDC. Il y aura effectivement un combat qui sera fait au-dessous des tables et que si on n'est pas prêt, si on n'est pas prudent, on va recevoir des coups, ce type de nous désemparer. Donc, il faudrait que la RDC, vraiment, les gens qui se soucient du pays, mettent les cerveaux au travail, voilà, pour monter des stratégies efficaces et pour faire face à des compétitions, à des concurrences, à la géostratégie, à la géopolitique. Voilà, ce qui se fait au niveau régional, au niveau mondial et localement. Voilà, ça c'est une analyse. Mais si je fais aussi une analyse un peu des scénarios, cet accord de Washington peut connaître plusieurs scénarios. Soit les États-Unis vont frapper fortement sur celui qui va biaiser, violer cet accord, on peut vivre une paix durable. Ça, c'est le côté positif. Mais si cet accord, un autre scénario que je vois, cet accord peut ne pas être respecté et que si le Rwanda n'est pas sanctionné rigoureusement, la RDC risque de connaître encore des moments de ténèbres, des moments difficiles, des moments fastidieux, des moments avec des conséquences humanitaires très graves qui vont continuer. Donc, il y a des scénarios qui vont, voilà, j'analyse aussi un peu, j'ai fait une analyse des discours, je prends le discours de Donald Trump et pour Trump voit déjà que la paix est là. Lui, quand il parle, il dit non, j'ai donné la paix au RDC et ils m'ont demandé d'aller prendre les minéraux. Or, sur le terrain, il n'y a pas de paix. On a vu qu'à l'aube de cet accord, mais les cités tombent. Les conséquences humanitaires sont fâcheuses. Donc lui, Trump, comme dit le professeur Jacques Poitras, si je le regarde un peu, sa façon de négocier ressemble à ce que le professeur Jacques Poitras parle de marchandage théâtral en négociation. C'est que Trump, en dépit de sa bonne foi, de sa bonne volonté, mais je pense que le président Trump pourrait aller plus loin, à revoir un peu sa stratégie. C'est qu'il ne sert pas seulement de faire la publicité au niveau de la presse d'un accord, ça ne sert pas seulement peut-être d'imposer les principes ou le jeu sur cet accord, mais il faut aller un peu au-delà de ceci, notamment, il faut flageller, il faut sanctionner, il faut punir, il faut faire le suivi pour que l'accord soit vraiment respecté. Ça, c'est l'analyse des discours. J'ai vu Martin Fayulu qui a aussi, qui a réprimandé, qui a censuré le Rwanda, et Martin Fayulu indexe aussi le pays dit au niveau interne, il y a des choses qu'il faut arranger. J'ai suivi également le discours de Lando, secrétaire d'État adjoint des États-Unis, qui a parlé. Donc, tout ceci montre que jusque-là, l'accord n'a pas encore été respecté comme on s'y attendait. Ok, l'accord n'a pas encore été respecté. Est-ce que le dialogue entre le gouvernement congolais et le M23 est-il inévitable? Votre question, c'est est-ce que le dialogue avec le M23 est-il inévitable? Moi, je dirais plutôt en tant qu'expert en gestion des conflits, éviter les dialogues, c'est pas prudent. Le dialogue en soi, c'est une stratégie de recherche de la paix. Dialoguer avec le M23 ne veut pas dire dédouaner le M23 avec ce qu'il fait. Donc, le dialogue ne veut pas encourager les violences. On peut dialoguer, mais plutôt, à mon niveau, je voyais d'une manière générale, si ça dépendait de moi déjà avant, s'il y avait l'accord de Washington, pourquoi ils avaient encore préféré Doha? Pour moi, honnêtement, en tant qu'expert en gestion des conflits, je trouve que partir à Doha, c'était déjà un couloir
qu'on avait donné à M23 et une façon de libérer le Rwanda de tout ce que les experts des Nations Unies disaient sur lui. Donc, le fait d'aller à Doha a changé un peu les donnes. Moi, je pense que si j'étais parmi les négociateurs de la RDC, s'il y avait déjà un schéma tracé pour l'accord de Washington, Doha ne pouvait pas vraiment avoir lieu. Mais je n'exclus pas, hein? Je n'exclus pas l'accord de Doha, c'est aussi bien. Dialoguer, c'est bien. Le dialogue, c'est une nature africaine. Hein? L'Africain et les Congolais ou les Rwandais, ils sont habitués à dialoguer. Le dialogue n'est pas mauvais. Comme ils sont partis à Doha, voilà. Cela ne dédouane pas les Rwandais, parce que je vous ai dit, selon la Cour internationale de la justice, si un État qui appuie un groupe armé est responsable de tous les crimes que ce groupe armé a commis. Ça, c'est la Cour internationale de la justice qui le dit, en droit international. Si un État, s'il y a des preuves qu'un État appuie un groupe armé, lui donne les armes, la logistique, le financement, les entraînements, le pilotage de ces groupes armés, tous les crimes que ce groupe armé a commis seront sur la tête de cet État. Donc, au moment où les experts des Nations Unies mettent le curseur sur le Rwanda, qui appuient le M23, c'est que tous les crimes qu'aurait commis ou commettra les M23 en RDC, s'il y aura des preuves tangibles, notamment, et que c'est l'État rwandais qui est responsable de ces groupes armés, en fait, tous les crimes seront sur le Rwanda. Donc, on voit ceci, je vous donne le cas de la jurisprudence, c'était passé en 1986, au niveau du Nicaragua, je vous ai parlé, lorsqu'il y avait la rébellion en Nicaragua, voilà, les Santras qui attaquaient le gouvernement, on soupçonnait les États-Unis d'être derrière les rebelles. Donc la Cour internationale de la justice avait condamné les États-Unis. Et on a vu le même cas aussi en 2007 entre la Bosnie-Herzégovine et la Serbie. Donc on a trouvé que la Serbie appuyait les rebelles. Donc partir à Doha n'exclut pas des poursuites sur l'État qui appuie les M23. Donc pour moi, je n'exclus pas les dialogues. En tout cas, je suis un partisan du dialogue. Voilà, madame. Ok, merci beaucoup. Comme tout Congolais et partisan du dialogue. Monsieur Ami Bassendo, on arrive presque à la fin de notre émission. Quel est votre message pour la population de l'Est de la République démocratique du Congo qui se sentent abandonnés en ce moment? Oui, pour mes frères de l'Est de la RDC, en tout cas, de tout cœur, je compatis avec vous. Je travaille à l'Est de la RDC, je vous informe. Je travaillais à Bukavu, je travaillais à Uvira, je travaillais à Fizi. Donc, je connais les sites qui entièrement j'ai travaillé avec les organisations internationales humanitaires. Je sais ce qui se passe. J'ai connu aussi des moments difficiles comme vous. Je ne pense pas que vous êtes abandonnés. Là, je salue le président de la République, Félix Antoine-Tshisekedi, qui, en tout cas, avec son équipe, avec les membres du gouvernement, remet la terre et le ciel. Il faut aussi reconnaître les efforts fournis par le gouvernement, qui fait tout, qui remet la terre et le ciel pour qu'on ramène la paix à l'Est de la RDC. Je pense que ne soyez pas déçus. Il faut soutenir, par contre, les autorités, pourquoi pas. Il faut donner aussi les idées. Moi, là, je donne des idées aussi. Il faut apporter, voilà, des soutiens aux autorités. Et il faut assister ceux qui sont en souffrance au niveau de l'Est de la RDC. Et je demanderai aussi à la communauté internationale, en tout cas, d'être derrière cet accord pour faire pression, des fortes pressions pour que les escalades soient vraiment vraies. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin. Monsieur Ami Bassendo, si vous avez un mot à dire, à saluer une personne, ou comment vous pouvez le faire pour clôturer notre émission? Le dernier mot, en tout cas, merci à vous pour l'invitation. Le dernier mot, je salue tous les compatriotes congolais, pourquoi pas, de tout cœur avec tous ceux qui sont en souffrance aujourd'hui à l'Est de la RDC. Je reste optimiste que la situation pourra changer. Si et seulement si on a tous la volonté de la paix. Je salue tout le monde, en tout cas je salue mes compatriotes, je salue aussi mes frères rwandais qui nous suivent, hein. J'ai des amis aussi rwandais, je salue mes amis burundais, j'ai étudié au Burundi, à Bujumbura aussi, j'ai fait mon master à Bujumbura, en tout cas j'aime
tous les voisins. Pour moi, les dialogues et la paix, c'est vraiment un prix que nous devons tous chercher. Cherchons tous la paix. Je salue le professeur Pascal Miyozinigui qui est à Bujumbura. Je salue les professeurs aussi qui me suivent, hein, les promoteurs de ma thèse, pourquoi pas. Je salue tous les amis en tout cas. Merci beaucoup pour cette invitation. Nous vous remercions aussi. Merci, madame. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Allez sur Play Store, téléchargez l'application Bero TV. Vous trouverez Info Plus HD TV là-bas sur canal 888 pour plus d'informations. Moi et vous, on vous retrouve à la prochaine. Bye. Bye, bye.